Merci Madame. Alors d'abord, dans ma réponse en deux points, une première réponse de principe. Je pense qu'en 3 ans, vous avez observé avec quelle constance, parfois douloureuse pour moi d'ailleurs, avec quelle constance j'évite de m'exprimer sur les procédures. Parce que j'estime, même si ces dernières années, on a beaucoup entendu les gardes des Sceaux s'exprimer, souvent d'ailleurs à tort et à travers, sur les procédures et parfois les mettre en péril, je me suis imposé la discipline de ne pas m'exprimer sur les procédures. Par contre, je fais en sorte depuis 3 ans que les procureurs soient armés pour le faire en leur affectant à leur côté des magistrats qui ont une formation particulière en communication. Pourquoi? Parce que communiquer sur une procédure est toujours périlleux. D'abord parce qu'à quel moment on ne respecte plus le secret de l'instruction, le secret de l'enquête, d'une part, mais surtout comment on risque par un détail de mettre en danger cette procédure, parce que ce détail peut être une information importante pour les personnes que l'on poursuit, et ça, c'est le procureur qui le sait mieux que personne. Donc sur les procédures elles-mêmes, je ne vais rien vous dire. Par contre, je vais répondre au reste de vos questions. Sur le profil. Alors évidemment, pour rechercher les complices, c'est à cela que se sont attelés les enquêteurs, sous l'autorité du procureur de la République, depuis le début. Le début, c'est le moment où cette personne fait appel à cause de blessures et que les enquêteurs vont au-delà de la version qui leur est donnée, procèdent à des fouilles et constatent que des éléments les incitent à aller plus loin. Donc l'enquête se poursuit. Et elle se poursuivra parce qu'effectivement, il y a des éléments qui ont été recueillis et qui permettent de penser qu'il y a aussi bien des complices en France que des complices à l'étranger. Donc tout sera fait pour retrouver tous ceux qui sont impliqués dans cette filière et dans ce projet qui a commencé par cet assassinat de Mme Châtelain à Villejuif. Ensuite, sur le profil, on voit bien qu'il s'agit d'une personne qui a un casier judiciaire vierge, donc qui s'est radicalisée selon un processus qui malheureusement est le processus le plus important de radicalisation. Il y a une fixation, vous le savez, sur la radicalisation en prison. Il y a incontestablement de la radicalisation en prison et nous y travaillons depuis plus de 2 ans maintenant. Et nous avons mis en place des actions qui nous ont permis de constater l'évolution des comportements des personnes qui sont radicalisées en prison et de détecter les formes selon lesquelles l'influence s'effectue dans les établissements pénitentiaires. Mais il y a déjà plus de 2 ans, j'indique que l'essentiel de la radicalisation ne se fait pas en prison. J'en avais été alertée par le constat que j'avais fait sur le démantèlement d'une filière. Vous vous en souvenez sans doute, c'était la filière de Sarcelles. Lorsque les interpellations ont eu lieu, je me suis fait présenter les fiches pénales de toutes les personnes qui étaient concernées. Et j'ai constaté à cette occasion qu'il n'y avait que 2 personnes qui avaient eu des antécédents judiciaires et carcéraux. 2 sur 12. Il m'est apparu évident que s'il y avait de la radicalisation en prison, ce qui est absolument incontestable, que ça n'est pas le lieu le plus important et le plus large de radicalisation. Et c'est pour ça que le travail que nous faisons contre la radicalisation dans les établissements pénitentiaires est un travail important que nous prenons au sérieux et sur lequel nous avons mis de véritables moyens, aussi bien des moyens financiers, logistiques, des moyens en personnel, des moyens aussi en action. Mais nous ne sommes pas indifférents, bien entendu, à la radicalisation qui se fait à l'extérieur. Et les attentats de janvier ont confirmé cette proportion, qui est stable depuis 2 ans. Elle varie entre 15 et 20%. La part de radicalisation qui peut se faire en prison varie entre 15 et 20% de façon stable depuis 2 ans. Donc la lutte contre la radicalisation à l'extérieur est très très importante. La nécessité, la capacité de détecter des personnes qui glissent dans la radicalisation est importante. La plateforme que nous avons mise en place en avril 2014 et qui permet de faire des signalements, le réseau de magistrats référents que j'ai installé en décembre 2014
dans tous nos tribunaux de grande instance et qui permet à ces magistrats d'être les correspondants, mais également les sentinelles, les vigies qui repèrent les procédures et qui assurent le contact entre l'institution judiciaire et la préfecture et les autres partenaires, tout cela contribue à nous aider à repérer ceux qui sont à l'extérieur et qui se font radicaliser par d'autres voies. C'est essentiellement Internet. En fait, il y avait on estimait qu'il y avait 3 lieux importants de radicalisation. Les prisons, dont je rappelle que c'est malheureusement, ou pas malheureusement, peu importe. Disons qu'en prison, nous avons un public captif. Nous pouvons prendre des décisions sur ce public. À la limite, en prison, on peut agir très directement. Il y avait les prisons, il y avait les mosquées, et bien entendu, nous savions déjà qu'il y a Internet, puisque nous avons lancé des travaux sur Internet. Moi-même, j'ai commandé un rapport sur la cybercriminalité au procureur général Denis Robert. Je l'ai fait en début 2013. Et le rapport m'a été remis en fin 2013. Donc nous savions qu'Internet était un lieu de radicalisation. Et nous cherchions déjà à travailler et à contrer Internet. Nous avons engagé des discussions avec les grands opérateurs du numérique depuis début 2013 également. Donc nous savions qu'Internet était un lieu important. Nous pensions que les mosquées étaient également un lieu important. Il apparaît, selon les renseignements, que la part de radicalisation dans les mosquées aussi est relativement faible par rapport à Internet. Non pas qu'il n'y ait pas de radicalisation dans les mosquées, mais étant donné que le suivi est effectué sur les mosquées identifiées, il apparaît que ça n'est plus un lieu très très important de radicalisation. Donc Internet demeure très très fortement le lieu où se radicalise le plus facilement. Nous l'avons vu pour les mineurs, mais c'est valable aussi pour des majeurs. Madame la ministre. Vous allez rencontrer demain le procureur de la République du Brésil. Donc, la semaine dernière, il y a eu une arrestation, une détention au Brésil concernant selon un cas préliminaire de terrorisme. On peut croire c'est un cas de financement du terrorisme aussi, à Brasilia. On parlait ce matin avec les procureurs qu'il avait des soucis aussi parce que le Brésil a échappé à la Coupe du Monde, mais les Jeux Olympiques l'année prochaine, on craint beaucoup par rapport aux attentats. On est très en retard par rapport à cette lutte antiterroriste. Je voudrais savoir d'abord comment vous voyez cette situation du pays. Selon quels échanges vous allez avoir demain avec le procureur brésilien? O Brasil é país ao lado de meu. O senhor sabe? Je vais voir effectivement le procureur du Brésil, mais ce qui est important pour moi, c'est justement que nous ayons des représentants des Amériques, des procureurs généraux qui nous viennent des Amériques. Nous avons mis en place, j'ai signé pour la France en novembre 2012 une convention avec l'Organisation des États américains. La France est d'ailleurs le seul pays européen impliqué dans cette convention qui nous permet d'échanger sur nos systèmes juridiques et judiciaires. Parce que la première étape pour une coopération efficace, c'est la connaissance mutuelle des systèmes juridiques et judiciaires. Parce que nous avons constaté qu'il y avait des difficultés à exécuter des commissions rogatoires internationales du fait qu'elles sont formulées sans connaissance précise du système où elles vont aboutir, que ceux qui doivent les exécuter ne connaissent pas notre système à nous, et que parfois même la définition de nos infractions n'est pas la même et que les procédures sont différentes. C'est pour ça que j'indiquais tout à l'heure que la résolution 2178 de l'ONU, qui définit et harmonise la définition des infractions, est une résolution très importante. Nous avons une de ces difficultés, par exemple, en Europe. La décision cadre de 2008 définit les infractions concernant le terrorisme. Et ces infractions ne sont pas actualisées par rapport à ce que nous découvrons de ce terrorisme nouveau. Donc, il est important, effectivement, qu'il y ait une meilleure connaissance. Donc, le fait de signer une convention avec l'Organisation des États américains, le fait d'avoir ici des procureurs généraux des Amériques, le fait donc de faciliter les contacts directs entre vraiment aux magistrats opérationnels qui interviennent directement dans la lutte contre le terrorisme. Tout ça, je crois, va vraiment faciliter la coopération et donc l'efficacité. Nos magistrats de liaison également font un travail extrêmement important pour fluidifier,
pour transmettre, pour expliquer, pour fournir des éléments d'explication sur nos systèmes juridiques et judiciaires. Nous avons d'une certaine façon 3 grandes catégories de systèmes juridiques et judiciaires. Il y a ceux qui relèvent du droit continental, comme la France, avec un droit très codifié, et quelques autres pays européens. Il y a ceux qui relèvent de la common law, comme le Royaume-Uni, mais quelques autres pays européens aussi. Et puis il y a surtout des pays qui ont un système qui est à la fois inspirés du droit continental, mais également qui ont intégré au fur et à mesure des influences de la common law. Il est important de connaître et de comprendre tous ces systèmes. Donc avec le Brésil, les contacts qui seront pris, avec moi-même bien entendu, mais au-delà avec les hauts magistrats français et les hauts magistrats des autres pays, vont permettre qu'on accélère effectivement l'efficacité dans cette lutte commune contre le terrorisme, et j'espère que ça servira le Brésil pour l'organisation de cette grande manifestation sportive. Bonjour, on doit bientôt voter en France une loi sur le renseignement. Je voudrais savoir dans quelle mesure cette loi peut vous aider dans la lutte antiterror internationale ou nationale. Internationale et nationale, puisque nous avons des services de renseignement, la DGSE extérieure et la DGSI intérieure. Et bien entendu, le renseignement, qui est une étape antérieure à la procédure judiciaire, le renseignement est de nature à permettre de détecter. Le rôle du renseignement, c'est de détecter afin de prévenir et de déjouer. Et nous voyons bien non seulement que les attentats qui sont commis sont graves, violents, brutaux, mais nous voyons aussi que ceux que nous arrivons à déjouer étaient des projets également de grande brutalité. Donc ce qui est important, c'est que nos services de renseignement aient les moyens effectivement de détecter de façon à prévenir sur le territoire national, mais également à l'étranger et en coopération avec les services des renseignements étrangers. Donc ça, c'est la phase administrative, elle est antérieure à la procédure judiciaire, et ce projet de loi sur le renseignement donne aux services de renseignement les moyens de faire ce travail de détection, de repérage, de surveillance et donc de prévention d'actes terroristes. Bien entendu, vous savez que la préoccupation que nous avons ici et qui a été formulée aussi bien par le président de la République que par le Premier ministre, c'est de conduire cette lutte contre le terrorisme dans le cadre de l'état de droit. De sorte que dans ce projet de loi de renseignement, nous avons eu un double souci, celui d'une part de donner aux services les moyens de faire leur travail et d'être efficaces, mais en même temps de faire en sorte que le travail de ces services soit placé sous le contrôle de l'autorité administrative que constitue la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, sous l'autorité politique du Premier ministre parce que c'est lui qui va accorder les autorisations, et sous l'autorité juridictionnelle du Conseil d'État parce que c'est le Conseil d'État qui sera appelé éventuellement à décider de l'interruption d'une mesure de recueil de renseignements, de la destruction des données qui ont déjà été collectées, éventuellement de l'indemnisation de la personne qui aurait fait l'objet de cette collecte indue de renseignements. Madame la ministre, ici, Laurent Hirsch, c'est dans l'air, je suis à votre gauche, voilà. Qu'est-ce que vous faites là, vous aussi? Je prends le son. Une petite question. Aujourd'hui, donc, ce sont les rencontres internationales des magistrats antiterroristes. On a vu, avec l'affaire de Sid Ahmed Glam, que le profil dont vous nous parliez tout à l'heure est quand même assez différent des profils des terroristes, j'allais dire entre guillemets classiques. Est-ce que la France, jour après jour, fait face à une menace terroriste différente ? Le terrorisme actuel est vraiment différent dans ses modes opératoires. D'abord, sur le terrorisme, il y a eu Mohamed Merah, mais vous avez vu, c'était des tirs très très directs, des assassinats d'une brutalité absolument inouïe, notamment je pense aux enfants, aux adultes aussi, mais aux enfants en particulier, pour arriver à faire ça. Mais on a effectivement un terrorisme qui a des modes opératoires tout à fait nouveaux, et qui intègre en plus par rapport au terrorisme, aux séquences terroristes que nous avons déjà connues ici, qui intègre en plus la mort du terroriste. Donc ça rend plus difficile l'emprise. À partir du moment où le terroriste, lui, planifie, anticipe sa propre disparition après avoir donné la mort, il échappe
il se donne lui-même les moyens d'échapper à toute une série de contrôles et d'actions et de pressions. Donc, oui, la France est face à cela, mais nous sommes lucides, nous sommes conscients que nous sommes face à des modes opératoires différents. Mais nous sommes surtout conscients de la mondialisation de ce terrorisme, du fait qu'il met en péril la paix et la sécurité internationale. C'est bien pour ça que la coopération est importante. Et depuis 2 ans, nous avons développé des coopérations de très grande qualité sur les différentes procédures en cours, y compris sur les assassinats de journalistes. Nous avons développé des coopérations de très grande qualité. Et là, avec ces rencontres internationales, ce que je souhaite en plus, nous avons déjà des conventions bilatérales. Nous avons évidemment une coopération régionale au niveau de l'Europe avec des instruments qui sont européens, le mandat d'arrêt européen, par exemple dans les procédures à Bruxelles, le mandat d'arrêt européen que nous avons exécuté très vite a permis aux autorités de Bruxelles d'agir très vite également. Donc nous avons mis en place un certain nombre d'instruments efficaces en matière d'entraide à l'échelle européenne. Nous avons en plus des conventions bilatérales avec des pays non européens. Ce que je souhaite à partir de ces rencontres internationales, c'est développer davantage encore le niveau multilatéral. Parce que justement, parce que ce terrorisme-là, non seulement il est mondialisé, c'est-à-dire qu'il intervient dans plusieurs parties différentes du monde, même si c'est sur des méthodes différentes, avec des revendications différentes, mais on voit bien que c'est un système de terreur lié quand même entre eux, avec l'influence de Daesh ou des ramifications, peu importe, mais on voit bien que c'est un système de terreur avec un réseau qui permet de frapper différentes parties du monde. Donc, pour ces raisons-là, nous voulons nous organiser aussi au niveau multilatéral et être en mesure de faire circuler très vite les informations, de faire circuler très vite les preuves et de permettre très vite la remise des personnes, ce que nous faisons au niveau européen grâce au mandat d'arrêt européen, mais que nous pouvons aussi développer avec d'autres pays à partir de ce que nous allons stabiliser après ces rencontres internationales. Et puis, nous savons qu'il y a des liens avec la criminalité organisée et la délinquance financière. Donc là aussi, nous travaillons, y compris dans les établissements pénitentiaires. Les suivis que nous faisons concernent des personnes directement liées au terrorisme, mais nous suivons aussi d'une façon particulière des personnes qui sont liées à la criminalité organisée et à la délinquance financière, parce que nous savons qu'il peut y avoir des liens entre eux. Pour revenir sur la loi renseignement, quelle réponse vous donnez à ceux qui parlent de loi liberticide ? D'abord parce qu'il faut dire très précisément quelles libertés sont mises en cause et à partir de ce moment-là, on peut répondre très, très précisément aussi. Moi, ce que je peux dire, c'est que dans ce texte de loi, d'abord, je ne sous-estime pas le débat. Je ne sous-estime pas le débat parce que le sujet est difficile. Décider de lutter contre le terrorisme qui s'affranchit de toute règle, lui, qui ne s'impose rien. Décider de lutter contre le terrorisme dans le cadre de l'état de droit, cela demande un grand courage politique, cela demande une haute conscience de ce qu'est la démocratie. Et cela traduit la volonté que nous avons de ne pas céder à la terreur en devenant comme ceux qui pratiquent la terreur. Donc ça, c'est un choix éthique extrêmement important auquel nous sommes attachés. Le président de la République l'a dit dès le premier jour, le Premier ministre l'a réaffirmé. Maintenant, pour l'écrire, évidemment, c'est plus compliqué. Donc le débat a lieu et il est bien qu'il ait lieu. Moi, je pense qu'il est bon que dans la société française, qui est très attachée à la démocratie, qui est très attachée aux libertés, et on l'a vu encore le 11 janvier, je pense qu'il est sain qu'on s'interroge et que les uns et les autres se demandent si, dans le souci d'assurer la sécurité, on ne prend pas le risque de mettre en péril les libertés individuelles. Nous avons été animés par ce souci et nous avons écrit ce texte de telle façon que nous apportons ces réponses au sens où nous assurons les moyens aux services de renseignement de faire leur travail, mais nous assurons en face le contrôle de cette activité de telle façon qu'il n'y ait pas, en tout cas de façon à réduire, éventuellement à corriger les débordements qui pourraient porter sur les libertés. C'est un contrôle juridictionnel. Pourquoi ? Je le disais tout à l'heure, dans la collecte de renseignements, on est dans l'administratif, on est avant le judiciaire. Que dit notre droit ?
Notre droit, la Constitution par exemple, en son article 66, fait du juge judiciaire le garant des libertés individuelles contre la détention arbitraire. Et la jurisprudence du Conseil constitutionnel précise et développe cette garantie du juge judiciaire sur les libertés contre la détention arbitraire. Pour ce qui concerne l'action des administrations, et les services de renseignement sont des services administratifs. Pour ce qui concerne les décisions prises par l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, c'est la juridiction administrative qui, dans notre droit, est compétente. Alors, on peut changer les paradigmes du droit, mais dans notre droit, la juridiction compétente contre les abus des administrations et contre les excès éventuels de l'exécutif sont des services administratifs. Et c'est donc le juge administratif et le gouvernement a choisi la plus haute juridiction administrative. Il n'a pas choisi de renvoyer aux tribunaux administratifs, il a choisi la plus haute juridiction, c'est le Conseil d'État. Et vous savez sans doute que la commission de l'Assemblée nationale avait choisi, elle, pour de bonnes raisons, celle qui consistait à ne pas avoir un nombre important de magistrats habilités secret défense. La commission de l'Assemblée nationale, la commission des lois, avait choisi de confier le contrôle juridictionnel à une formation de jugement composée de 3 membres. Le gouvernement, par un amendement que j'ai porté, défendu et qui a été adopté, a rétabli non pas une formation de 3 membres qui non seulement limitait à 3 membres toute possibilité de jugement, donc empêchait le renvoi d'une affaire auprès de la section du contentieux et, si nécessaire, devant l'Assemblée du contentieux, empêchait la mise en œuvre de procédures de référé-liberté, donc des procédures d'urgence ou procédures mesures utiles, par exemple la décision d'interrompre immédiatement le recueil de renseignements. Donc, j'ai porté un amendement au nom du gouvernement qui a rétabli le Conseil d'État et non pas une formation de jugement limité à 3 membres, qui peut évidemment siéger en formation restreinte, mais cette formation restreinte peut décider de renvoyer à la section du contentieux, peut décider de renvoyer à l'Assemblée du contentieux, et surtout, les procédures de référé-liberté et de référé-mesures utiles, donc les procédures d'urgence, redeviennent possibles. Et bien entendu, ça fera un peu plus de magistrats habilités secret défense, mais ce sont les nécessités. Je rappelle d'ailleurs que le seul fait d'avoir des magistrats habilités secret défense est un vrai progrès, parce qu'aujourd'hui, dans notre droit, il n'y a pas de magistrat habilité secret défense. Lorsqu'un magistrat, y compris judiciaire, veut avoir accès à des éléments classés secret défense, il les demande. Il les demande. Et on lui répond. Soit on lui répond en lui donnant ce qu'il a demandé, soit on lui répond en lui donnant partiellement ce qu'il a demandé, soit on lui répond en lui disant qu'on ne peut pas lui donner ce qu'on lui a demandé, mais qu'on lui explique un peu ce qu'il y a dedans. Là, nous aurons des magistrats habilités secret défense qui auront par conséquent directement accès aux éléments secret défense. Voilà donc comment les dispositions que nous avons mises dans la loi de façon à garantir le contrôle et l'efficacité dans la préservation des libertés. Juge antiterroriste qui disent que les preuves qu'on reçoit sont insuffisantes. Je ne connais pas de cas, en tout cas, il ne m'en a pas été signalé. Vous savez, après les attentats de janvier, d'abord, j'avais déjà décidé de renforcer le parquet et le pôle antiterroriste de Paris. Donc, il y a eu une arrivée de magistrats, y compris au siège d'ailleurs, une arrivée de magistrats en janvier, début janvier, juste avant les attentats. J'ai renforcé à nouveau, puisque j'ai fait une transparence spécifique à la fin du mois de janvier pour le pôle antiterroriste, et je vais en faire, là dans la transparence actuelle, ils vont encore avoir un renfort d'effectifs et ils seront au complet, et si nécessaire, je renforcerai encore les effectifs. En termes de procédure, le procureur de la République qui s'est exprimé ce matin à la radio a confirmé lui aussi que l'arsenal pénal dont il dispose est suffisant. Ce que j'ai vérifié moi-même après les attentats, je suis allée tenir 2 réunions à Paris, une au parquet et une au siège, pour interroger les magistrats, pour savoir si, compte tenu des attentats auxquels nous avons été confrontés, est-ce qu'ils étaient correctement armés, notamment par les lois de 2012 et de 2014. Ils m'ont tous répondu qu'ils étaient correctement armés.
Donc, manifestement, il n'y a pas de faille dans le dispositif pénal. Il n'y a pas de nécessité de renforcer le dispositif procédural. Par contre, et ces rencontres vont y contribuer, effectivement, il faut faciliter la circulation des preuves. Et la circulation des preuves, c'est un sujet en soi aussi. Parce que lorsque je parlais tout à l'heure des systèmes juridiques et judiciaires qui sont différents, l'admissibilité des preuves, c'est-à-dire ce qu'une institution judiciaire retient comme preuve, peut ne pas être preuve valable ailleurs. Donc ces travaux vont permettre de faciliter effectivement la circulation des preuves. Moi, je n'ai pas connaissance que sur une procédure, il y aurait un défaut de preuve qui empêcherait. Il faut savoir que la loi de 2012, par exemple, permet d'incriminer quelqu'un qui a commis des actes, un Français qui a commis des actes à l'étranger, ce qui n'était pas encore le cas dans notre droit. Donc depuis 2012, c'est le cas. Ça veut dire que même si les crimes ont été commis à l'étranger, il peut être sanctionné et donc emprisonné ou selon la décision du juge. Donc moi, je ne vois pas, à part la circulation des preuves qu'on va améliorer justement, je ne vois pas la difficulté. Usted sabe que la cooperación con España es casi perfecta, casi perfecta. Il y a des femmes. Alors la question des femmes a été posée. Le secrétaire général, le préfet Gahan, qui est le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance, nous disait il y a quelques mois qu'il n'y avait pas de femmes combattantes identifiées. Il y a des femmes, il y a même 40% de femmes. Dans les personnes que nous avons repérées, il y a 40% de femmes. Mais il nous disait qu'il n'y a pas de femmes combattantes identifiées. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui rejoignent leurs compagnons ou qui suivent des compagnons, qui accompagnent leurs compagnons ou qui vont sur place parce qu'on leur promet monts et merveilles. Mais il n'y avait pas de femmes identifiées. S'il y a des femmes identifiées, elles vont relever de la loi. Alors, dans les procédures en cours, il y a des femmes. Il y a des femmes. Il y a, alors moi j'ai en tête 11 mineurs, il y a quelqu'un là, 25 femmes il me semble. En tout cas, il y a des femmes qui sont mises en examen et qui sont concernées par les procédures en cours. Peut-être deux dernières parce que monsieur a levé la main aussi. Bonjour Madame la Ministre, je voulais demander déjà s'il y avait des projets législatifs en matière d'antiterrorisme au niveau européen, dans un premier temps, qui était prévu aujourd'hui. Également, concernant le projet de loi de renseignement et surtout le renseignement pénitentiaire, je voulais savoir si vous contentiez du vote par les députés, du rejet de l'amendement, et sinon si vous comptiez revenir au Sénat, et globalement ce que vous pensiez aussi du projet renseignement. Alors, pour ce qui concerne... Alors, peut-être prendre la question de monsieur. Oui. Et je réponds à vos deux questions. De l'agence espagnole de presse EFE. Vous avez dit que la coopération avec l'Espagne est presque parfaite. Vous l'avez même dit pendant le discours. Est-ce que vous avez des exemples de ces derniers mois de cette coopération dans des affaires qui ont été ouvertes depuis le début de l'année? D'accord. Sur l'Europe, projet législatif, non, parce que les instruments législatifs européens, vous savez, sont des directives, des règlements ou des décisions cadres. Ce que j'ai demandé, parce qu'en janvier, j'ai demandé au Conseil des ministres européens de justice d'inscrire à l'ordre du jour le renforcement de la coopération européenne en matière de lutte contre le terrorisme. L'Europe est organisée. J'ai parlé du Codex TER qui est l'instrument du Conseil de l'Europe. J'ai parlé d'Eurojust qui est un instrument opérationnel de l'Union européenne. Donc l'Europe est organisée. Simplement, il nous faut améliorer à la fois la définition des infractions, parce que les infractions européennes, elles sont définies dans la décision cadre de 2008. Il faut les actualiser. Dans la circulation des informations, nous avons un réseau qui s'appelle ECRIS et qui est le réseau des casiers judiciaires, donc des antécédents judiciaires. C'est un réseau que j'ai demandé l'amélioration de ce réseau aussi, non seulement à l'intérieur de l'Union européenne, mais également avec un certain nombre de pays tiers, principalement les États-Unis, la Turquie et les pays des Balkans. Je crois qu'avec ces
3 catégories de partenaires. Il nous faut améliorer encore la circulation d'informations sur les antécédents judiciaires. Pour ce qui concerne, donc au niveau de l'Europe, voilà. Pour le reste, Eurojust est très actif. Vous savez qu'il y a un coordinateur européen, M. De Kerkhoff, qui est chargé voilà, de la coordination. Et ce qu'il nous faut, c'est vraiment au niveau opérationnel, et la Commission s'y est mise, à la suite justement des travaux du Conseil des ministres, suite à ma demande d'inscription du sujet à l'ordre du jour. La Commission s'est engagée, la Commission européenne, et la commissaire a annoncé d'ailleurs un programme d'accompagnement financier des États, y compris dans les constructions pénitentiaires. Sur la question, l'amendement pénitentiaire que j'ai présenté, parce que c'est un amendement qui visait à revenir au texte du gouvernement. Il faut peut-être déjà noter ça. Le texte avait été modifié en commission par un amendement parlementaire, et je souhaitais que nous revenions au texte du gouvernement. Que dit le texte du gouvernement? Le renseignement pénitentiaire, je l'ai réorganisé, je l'ai renforcé, réorganisé en 2012, 2013 et 2014. Et depuis le plan antiterroriste de janvier 2015, nous diversifions encore ces compétences. C'est-à-dire que j'avais renforcé les effectifs, on l'a réorganisé sur l'ensemble du territoire, et en plus, depuis janvier 2015, nous diversifions les compétences au sens où nous créons par exemple une cellule de veille qui sera composée non seulement de personnel pénitentiaire, mais également de chercheurs, également de spécialistes de questions internationales. Nous recrutons des informaticiens analystes et des informaticiens veilleurs pour surveiller les réseaux sociaux. Nous recrutons des traducteurs et nous mettons en place des équipes légères de fouilles. Donc, nous avons diversifié les compétences en plus d'avoir renforcé et restructuré le renseignement pénitentiaire. Mais ça reste un renseignement pénitentiaire. Et dans le texte du gouvernement, ce que nous avions introduit dans un article 12, ce sont des modalités de travail avec les services de renseignement que nous avons déjà mises en place, mais qui ne sont pas inscrites dans un cadre juridique. Nous avons déjà mis en place puisque nous avons affecté un directeur des services pénitentiaires au sein de l'UCLAT. Et l'administration pénitentiaire participe aux réunions hebdomadaires de l'UCLAT ainsi qu'aux réunions des états-majors de sécurité départementaux. Et nous participons en plus au réseau RAN, puisque vous êtes intéressés par l'Europe. Nous participons au réseau RAN, qui est le réseau européen de prévention du terrorisme. Donc, nous faisons tout ça. Nous avons fait des circulaires conjointes, le ministre de l'Intérieur et moi-même. Donc, nous avons mis en place toute une série de choses. Ce que nous avions introduit dans la loi, dans l'article 12, c'est que le renseignement pénitentiaire, qui est structuré maintenant dans ses relations avec les services de renseignement, que nous précisions les modalités d'intervention des services de renseignement dans les relations avec le renseignement pénitentiaire et dans les établissements pénitentiaires. Et ça me paraît de bonne administration générale de l'État. Pourquoi? On est typiquement là sur un sujet de l'État de droit. Les services de renseignement relèvent du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Défense. Les ministères qui sont donc amenés à demander la mise en œuvre de techniques de recueil de renseignements sont l'Intérieur et la Défense. Il est bon dans une démocratie que le ministère de la Justice demeure le ministère chargé du contrôle juridictionnel de ces pratiques. Donc, sur le principe, ce que j'explique, c'est que le ministère de la Justice ne peut pas se retrouver en même temps commanditaire de recueil de renseignements par des techniques très sophistiquées, très invasives aussi, il faut le dire, et en même temps celui qui, en crédibilité, pour rassurer les citoyens justement sur la préservation de leur liberté, se retrouve également un ministère qui commande ces techniques-là. Donc ça, c'est pour le principe. Un État de droit, c'est un État où le pouvoir d'État repose sur le droit, mais où les limites du pouvoir d'État sont aussi définies par le droit. Donc ça, c'est le principe. Et puis, il y a l'aspect pratique et d'efficacité. Le renseignement, c'est un métier. Le renseignement pénitentiaire est chargé de faire du renseignement dans les établissements pénitentiaires et il fait déjà des signalements aux services de renseignement.
Et justement, si nous avons, et c'était avant les attentats de janvier, si nous avons fait intégrer un directeur des services pénitentiaires au sein de l'UCLAD, c'est parce que nous nous étions rendus compte que la transmission informelle, d'une certaine façon, des informations par les services pénitentiaires n'était pas forcément traitée par les services de renseignement. Donc nous avons voulu consolider la relation en faisant intégrer un directeur, l'UCLAD par un directeur pénitentiaire. Donc là, les choses sont plus formalisées et elles permettent un suivi continu. Mais il demeure que le renseignement pénitentiaire, ce n'est pas la DGSI. Le renseignement pénitentiaire fait du contrôle, il fait de l'interception de correspondance, il fait de l'interception de communication téléphonique, il fait de la surveillance. Il fait de la saisie de téléphone portable parce que c'est pas autorisé. Il fait des signalements aux services de renseignement. Mais il ne va pas se mettre à faire de la sonorisation. Donc voilà ce que j'explique par cet amendement. Donc j'observe, moi, néanmoins, qu'à gauche, cet amendement a été adopté parce qu'il y a eu 30 voix pour et 18 contre. Bon, voilà, je continuerai à expliquer. Je dis, c'est vraiment un sujet de fond sur le principe et c'est aussi un sujet d'efficacité. Lorsque le renseignement pénitentiaire aura effectué à l'intérieur la surveillance, quand le détenu va sortir et qu'il y a nécessité de surveillance, ce sera une autre prise en charge d'une autre nature. On voit bien qu'il y a un risque de déperdition là. Donc en termes d'efficacité, on voit bien qu'il y a un problème. Ensuite, il y a un sujet qui n'est pas mineur, c'est que moi, je veille évidemment à ce que nos officiers du renseignement ne soient pas identifiés ni identifiables. Ça veut dire en clair qu'à partir du moment où le renseignement pénitentiaire a la compétence pour faire directement cet autre type de recueil, je rappelle que dans les établissements, il fait du recueil de renseignements. Si c'est évidemment l'ensemble des personnels qui va devenir suspect d'être agent de recueil de renseignements. C'est de nature à déstabiliser la détention et à exposer inconsidérément les personnels pénitentiaires parce qu'il se trouve qu'à l'intérieur des établissements pénitentiaires, il y a des gens qui se livrent à des violences aussi, au point que j'ai dû mettre en place un plan anti-violence en janvier 2014. Oui, la coopération est quasi parfaite, hein. Nous avons des équipes communes d'enquête qui fonctionnent très très bien. Il y a une très bonne connaissance mutuelle de nos systèmes. Il y a une très très grande efficacité, y compris sur des procédures terroristes récentes. Je ne vais pas vous dire lesquelles, mais il y a eu une coopération qui a abouti à une identification de personnes, dont certaines ont été entendues en Espagne même d'ailleurs. Et où, alors je ne suis pas formelle de mémoire, donc ce n'est pas intéressant que je le dise, je ne suis pas sûre qu'il n'y ait pas eu livraison de personnes, enfin remise de personnes. Mais en tout cas, il y a eu échange de preuves, et nous travaillons d'ailleurs beaucoup avec l'Espagne, y compris pour les saisies d'avoirs criminels, puisque je vous disais qu'il y a des relations entre la criminalité organisée et le terrorisme. Et nous accompagnons l'Espagne dans la mise en place de l'équivalent de la GRASC que nous avons ici, c'est-à-dire une agence de saisie et de confiscation des avoirs criminels. Mais en matière de terrorisme, oui, il y a eu récemment des procédures où il y a eu une vraie coopération, avec échange de preuves. Voilà, il avait été dit que c'était les dernières questions. Merci mesdames et messieurs pour votre attention et pour vos questions de très grande qualité.